On a découvert que l'espèce humaine serait apparue au moins un demi-million d'années plus tôt qu'on ne pensait. Un crâne humain vieux d'1 million d'années a été découvert. Notre lignée Homo sapiens remonte également à cette époque. Cela repousse donc l'origine de notre propre espèce à plus d'1 million d'années. Une nouvelle découverte révolutionne ce que l'on sait sur les origines de l'homme. L'Homo sapiens serait bien plus ancien qu'on ne le pense. Alors que pendant des années la plupart des chercheurs disaient que nous sommes apparus il y a seulement 300 000 ans, désormais des nouvelles données affirment que l'homme serait vieux d'au moins 1 million d'années, ce qui ouvre la voie à de nouvelles interprétations. Pour rappel, depuis des décennies on nous disait officiellement que l'Homo sapiens était apparu entre 200 000 et 300 000 ans, suite à la découverte d'un fossile au Maroc en 2017. Des résultats qui pouvaient déjà être remis en question par le fait que même si on trouve un fossile vieux de 300 000 ans, rien n'indique que ce fossile appartient aux premiers Homo sapiens sur Terre. Un fossile ne permet pas de définir la date d'apparition d'une espèce. Un fossile indique au mieux l'existence de l'espèce à un endroit précis, à un moment donné. On peut même dire qu'un fossile qui date de 300 000 ans constitue la preuve que l'espèce existait déjà, puisque ce fossile a nécessairement des ancêtres. Et c'est une erreur qui a été faite par beaucoup de spécialistes et qu'on retrouve directement sur les frises chronologiques. On considère que c'est le fossile le plus ancien qui définit la date d'apparition d'une espèce. On fait ça depuis toujours avec l'homme. Alors que pourtant il n'y a aucun lien entre les deux, sachant que plus on remonte dans le temps, plus la probabilité de trouver un fossile est miraculeuse. Donc il est normal de ne pas trouver de fossiles durant des époques primordiales. Est-ce que cela veut dire que l'espèce n'existait pas pour autant ? Absolument pas. Quoi qu'il en soit, quelques années plus tard, entre 2020 et 2023, d'autres chiffres encore plus anciens avaient été annoncés. On parlait cette fois de 500 000 à 700 000 ans, à la suite de nouvelles découvertes. Jusqu'à ce qu'une nouvelle étude apparaisse le 25 septembre 2025 et bouleverse une nouvelle fois le milieu scientifique. Publiée dans la revue Science, des chercheurs affirment pour la première fois que l'Homo sapiens existait, non pas il y a 800 000 ou 900 000 ans, mais il y a 1 million d'années. Cet incroyable travail porte sur l'analyse d'un fossile trouvé en Asie, qui daterait d'environ 1 million d'années. Ce qui est complètement inédit pour la science officielle est que ce crâne n'est pas celui d'un singe ou d'un supposé australopithèque, comme le théorisait Darwin, il s'agit bel et bien d'un crâne humain, avec une forme moderne et un volume très proche du nôtre, 1143 cm3. Selon cette étude, celui qui a été baptisé Homo longi possède un niveau de développement similaire à celui d'Homo sapiens, dont il est très proche, car l'analyse phylogénétique indique même que c'est un de nos cousins, et donc que nos deux lignées humaines se seraient déjà séparées il y a 1 million d'années. Oui, vous avez bien entendu. Le professeur Chris Stringer, directeur de recherche et co-responsable de l'étude, a fait une déclaration historique en disant que, je cite, « Nos résultats suggèrent qu'il y a 1 million d'années, nos ancêtres s'étaient déjà divisés en groupes distincts, ce qui suggère une division évolutive humaine bien plus précoce et complexe qu'on ne le pensait auparavant. Des preuves génétiques suggèrent que si Homo longi a parcouru la Terre il y a 1 million d'années, notre propre espèce également. » D'après cette étude, l'origine de notre espèce remonterait à environ 1 million d'années, une date bien plus ancienne que toutes les estimations publiées jusqu'à maintenant. And what's interesting is because Yunxian is 1 million years old, then that whole lineage must go back 1 million years. And that has implications for our evolution because those groups had already diverged from the Homo longi group 1 million years ago. So that means the lineage of Homo sapiens must go back 1 million years. So our analysis would simplify it that most of the large-brained humans of the last, let's say, 800,000 years can be fitted into one of 5 groups: Asian erectus, Heidelbergensis, Neanderthalensis, the Longi group, and the Sapiens group. With some of the genetic data on our analyses, Sapiens is actually more closely related to the Dragoman lineage than it is to the Neanderthals. So plenty to think about and plenty more work to do, of course. Certainly 10 years ago I would have said, well, probably Africa is the ultimate home of all of these lineages, and it's kind of pumping out these different species, and eventually, of course, Homo sapiens comes out of Africa. But our analyses suggest that maybe the common ancestor of us could have been outside of Africa, because when we think of Yunxian, that's over in central China at 1 million years. Antecessor is at the other end of Eurasia. At about 850,000 years, we've got Homo antecessor. So
that group is apparently Eurasian. So it's possible that the ancestor 1 million years ago or more was actually maybe somewhere like Western Asia. So the lineage, the actual origin of sapiens, the lineage might be outside of Africa. On our analyses, the last 800,000 years, you've got 5 lineages of large brain humans in the last 800,000 years. And that's not to mention the small brain ones, which is Homo naledi, of course, was in southern Africa as well. Homo floresiensis, nicknamed the Hobbit, was in the island of Flores. And in the Philippines was another creature called Homo luzonensis. So I think that's 8 lineages now, which were around in the last 800,000 years. And we're the last one. So Chris Stringer a déclaré à la BBC qu'il y aurait plusieurs fossiles d'Homo sapiens vieux d'1 million d'années sur Terre, mais qu'ils sont très difficiles à trouver. Ainsi, selon lui, le manque de fossiles durant ces époques primordiales n'est pas lié au fait que nous n'existions pas, mais surtout au fait que les fossiles de ces âges reculés sont évidemment extrêmement rares à trouver, et ce, peu importe l'espèce d'ailleurs. À savoir qu'il s'agit d'un grand tabou, puisque cette étude remet en question tout le modèle darwiniste sur l'évolution de l'homme, sur lequel se raccrochaient bon nombre d'universitaires jusque-là. Car la découverte de ce fossile place l'existence de l'homme il y a 1 million d'années, ce qui rend toutes les frises chronologiques évolutionnistes complètement obsolètes. Toutes les espèces transitoires qui avaient été imaginées par certains scientifiques durant ce million d'années se révèlent être fausses. Dans la communauté scientifique, le malaise est palpable. La découverte de ce crâne en Asie remet également en cause la théorie Out of Africa, qui postulait que les Homo sapiens seraient sortis d'Afrique il y a à peine 60 000 ans, et oui bien sûr, pour ensuite se diviser en différentes branches. Une théorie d'autant plus ridicule, cette fameuse théorie Out of Africa, puisque nous avons depuis découvert une civilisation humaine vieille d'au moins 50 000 ans dans les Caraïbes, à plus de 650 mètres de profondeur sous la mer. On trouve des temples, des pyramides et des constructions clairement identifiées, preuve de l'existence donc de civilisations préhistoriques avancées, à la même époque où la théorie officielle prétendait que nous étions à peine des chasseurs-cueilleurs migrants hors d'Afrique. De même que les modèles conventionnels plaçaient l'apparition des premières civilisations autour de moins 10 000, une chronologie que j'ai toujours contestée pour ses nombreuses incohérences. Contrairement aux théories récentistes, on va les appeler comme ça, cette découverte archéologique plurimillénaire prend complètement sens dans un modèle où l'homme précède le million d'années d'existence. Et ce site archéologique ne fait pas exception, il en existe des dizaines à travers le monde, souvent des vestiges préhistoriques en pierre, sans restes organiques et qu'on ne peut même pas dater. Encore une fois, l'idée que l'origine d'Homo sapiens soit récente disparaît pour laisser place à d'autres modèles bien plus pertinents qui rejoignent davantage les longues chronologies des anciennes traditions. S'il s'avère qu'Homo sapiens existait déjà il y a 1 million d'années, il est tout à fait logique qu'il y ait des civilisations bien avant l'an 10 000. La distance chronologique entre nous et nos ancêtres est gigantesque, voire vertigineuse. Cela représenterait au bas mot plus de 30 000 générations d'hommes et de femmes qui se seraient succédés. Croire que l'Homo sapiens aurait vécu de manière complètement primitive durant plus de 980 000 ans sans jamais avoir fondé de civilisation jusqu'à ce qu'il se réveille soudainement il y a 10 000 ans, pour on ne sait quelle raison d'ailleurs, révèle d'une incohérence complète, et c'est bien la raison pour laquelle de nombreux vestiges aujourd'hui restent inexpliqués, sans parler de ceux qui ont complètement disparu par la force du temps. À savoir que selon les géologues, quelques dizaines de milliers d'années suffisent à faire disparaître toute trace d'une société industrielle moderne, et qu'à l'échelle de 100 000 ans, une civilisation avancée pourrait s'effacer presque entièrement de l'enregistrement géologique. L'histoire de la Terre est marquée par des cycles de cataclysmes, inversions magnétiques, glaciations, tremblements de terre, changements climatiques extrêmes, etc. Donc si une humanité antérieure avait existé, il est plausible qu'elle ait été détruite par l'un de ces épisodes. Et ce que nous appelons aujourd'hui l'origine de la civilisation ne serait alors qu'une renaissance, et non une première fois. Cette idée, qui s'appelle l'hypothèse silurienne, est portée par de nombreux géologues de renom. Elle est très sérieuse et soulève de vraies problématiques et débats macro-historiques. Now, one of your biggest theories is this the Silurian hypothesis, right? And this is the idea that human beings weren't the first industrial civilization. The Silurian hypothesis was a paper that I wrote with Gavin Schmidt. What we were asking in that paper was, how would you know? How would you know whether or not? Could you tell if there was a technological civilization, 100 million years ago? How could you tell whether or not the dinosaurs had it, like there were dinosaur cities? The cool thing about this question was, and this is pure science, how could you tell, right? What evidence would there be? Right. And this is what's the beauty and power of science,
there's the question. How would you know? Everybody can have an opinion. Opinions are, once you go back more than, say, about 2 million years, the Earth's surface has mainly resurfaced. The Earth's surface, it's not it's regenerated. It's regenerated because of plate tectonics, right? Yeah. The Earth's surface, the continental plates are constantly being dragged down into the deeper layers of the Earth where they melt. And then new continental plates or new Earth surface is born in the mid-ocean ridges, right? So that means it's kind of like a conveyor belt. The continents are constantly getting dragged down, like at, the California, Japan, that's where there's all the earthquakes and volcanoes are. And then new land comes up. So after about 5 million years, there is no record of, you're not going to find any subway stations, right? And so if you start going back 10 million years, 100 million years, like really now the planet has changed so dramatically that all you've got are fossils. And in general, the fossil record sucks, right? Most things do not get fossilized, right? So especially if you have a civilization that lasts, say, 10,000 years, which for us would be a long time, right? Our human technological civilization has been around for maybe, 200 if we're lucky. What Gavin wanted to ask was, if there was like a dinosaur civilization that lasted 10,000 years, nothing's going to get fossilized. It's just too short, The odds of, every year, you have odds, there's some odds of some of your stuff getting fossilized. And it's pretty low, right? So if you only last for 10,000 years, that's not long enough to have lots of fossils from, whatever kind of species you are. Right. So what it means is that there would be no record of no fossil record of a civilization that lasted 10,000 years. Could be 100,000. It's very, nobody's How long would it have to last to have a good amount of fossils? Millions of years, right? We are forced to really think about, civilizations and planets and their long-term evolution. Human technological civilization is, is about 200 years old. I mean, obviously we go back. There's right. we go back. Human civilization, if you mean farming and shit, 10,000 years, right? But, the technological part, like having radios and stuff, or even trains, right. is only 200 years old. The industrialization. The industrialization, yeah. right? 200 years. Can you get a civilization that's 10,000 years old? Right. It's kind of hard to imagine having a continuous, one civilization that holds itself together, continues to progress technologically. I don't know, right? Mais alors que l'étude de Stringer nous apporte des nouveaux éléments de compréhension sur notre passé, elle reste focalisée sur des fossiles. Et comme je l'ai déjà souligné, les fossiles ne suffisent évidemment pas à eux seuls pour comprendre notre passé, car le cadre de leur étude demeure forcément limité. Mais contrairement aux théories récentistes, l'ancienneté de l'homme est soutenue par d'autres faits que nous allons donc aborder pour compléter notre propos. Bien avant la découverte de ce fossile, je soutenais déjà que l'homme existait il y a plus d'1 million d'années, et ce, pour diverses raisons. En premier lieu, à cause de l'hérédité. Contrairement à ce que Darwin avait théorisé, nous savons désormais grâce à la génétique, qu'il ne connaissait pas d'ailleurs, que la stabilité des espèces à travers le temps est assurée par les mécanismes héréditaires qui perpétuent fidèlement les caractères ancestraux de l'espèce, génération après génération, sans aucun changement macro. Ce constat a été mis en évidence par de nombreuses expériences en génétique, parmi lesquelles les célèbres travaux menés sur les mouches drosophiles et les souris, où on a essayé en long, en large et en travers de changer l'espèce ou d'en créer d'autres à partir de ces espèces, mais malgré des milliers de générations, l'espèce est toujours restée la même. Ces expériences ont validé et renforcé nos connaissances sur les lois de l'hérédité et sont aujourd'hui devenues un cas d'école. Elles ont montré que malgré des générations très nombreuses et des conditions expérimentales variées, l'espèce est une entité qui perdure à travers le temps, et ce, peu importe les conditions. Donc à partir de ces observations, il n'y a aucune raison scientifique de penser que notre espèce existait il y a 300 000 ans, il y a 500 000 ans, 700 000 ans, mais qu'elle n'existait pas il y a 1 million d'années. Car justement ce déterminisme biologique, compris comme un ensemble de facteurs assurant la pérennité de l'espèce à travers le temps, prouve que l'humanité ne peut pas être une émanation récente en provenance d'autres espèces. Et cela rejoint complètement l'étude de Chris Stringer sur l'ancienneté des Homo sapiens. Un autre fait scientifique est que la macroévolution n'a jamais été prouvée. Contrairement à ce que prétend la théorie darwinienne qui croit à la macroévolution, c'est-à-dire à des innovations majeures créant une espèce différente à partir d'une autre, du poisson vers le singe ou du singe à l'homme, ce qui n'a jamais été démontré même de manière expérimentale, les lois héréditaires et le déterminisme biologique, quant à eux, ne sont pas des hypothèses ou des idéologies.
ce sont des réalités observables, quantifiables et reproductibles à toutes les échelles du vivant, du moléculaire à l'humain. Cela me fait penser aux fossiles d'escargots qui seraient vieux de 100 millions d'années et qui sont quasiment identiques à aujourd'hui. La loi de la réplication des caractères d'une espèce, codée par des milliers de gènes, est un fait incontestable, tandis que les mutations participent soit à la variabilité génétique pour la préservation de l'espèce, soit elles sont dégénératives. Et c'est pour ces raisons que j'ai toujours soutenu l'idée de l'ancienneté de l'homme, même en l'absence de fossiles. Troisièmement, prétendre que l'homme soit apparu récemment implique nécessairement l'existence de mécanismes biologiques capables de produire en un laps de temps relativement court une structure aussi complexe que l'être humain. Or, par quel mécanisme une telle transformation aura-t-elle pu se réaliser ? On ne sait pas. L'idée d'une apparition relativement récente d'Homo sapiens, il y a 300 000 ou 500 000 ans, suppose des bonds évolutifs gigantesques sur des périodes extrêmement réduites à l'échelle géologique, sans aucune preuve ni aucun processus pour l'expliquer. C'est con, hein ? Vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations! A l'inverse, tout ce que l'on observe concrètement dans la nature indique une conservation des espèces à travers le temps, qu'on prouve autant par les fossiles que par des expériences scientifiques concrètes. Le déterminisme biologique montre avant tout que les êtres humains transmettent leur caractère de génération en génération avec stabilité et que les mécanismes de sélection et d'adaptation agissent comme des forces de conservation, en tout cas en ce qui concerne la réalité terrestre dans laquelle nous sommes. Et si les travaux de Stringer mettent en lumière notre ancienneté, ils soulignent aussi la grande diversité des espèces humaines durant les temps préhistoriques, car la découverte d'Homo longi il y a 1 million d'années implique également l'existence de ses cousins. Alors que jusqu'à très récemment, on expliquait dans les manuels de sciences naturelles que chaque espèce humaine descendait de la précédente, aujourd'hui on admet de plus en plus qu'elles coexistaient sur Terre, et donc qu'elles étaient déjà différenciées les unes des autres il y a plus d'1 million d'années. Homo sapiens, Homo longi, Homo erectus, Homo naledi, Homo denisova, Néandertal, etc. Et sans que le mot soit clairement prononcé, une multitude d'éléments remettent finalement au goût du jour le polygénisme, une ancienne théorie qui postulait que les espèces humaines pouvaient avoir une origine différente. Et si à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, le polygénisme avait été banni des universités et remplacé par les idéologies égalitaristes de l'après-guerre, il revient désormais sous la forme d'un polygénisme partiel à travers des travaux sur les évolutions parallèles et l'ancienneté des différentes lignées humaines. Il faut bien se dire que la majeure partie de notre préhistoire s'est déroulée dans la confrontation violente avec diverses espèces humaines. Et nul besoin de se reporter sur des contes d'heroic fantasy pour se l'imaginer. C'est ici, en ce monde, que nos ancêtres ont combattu des groupes radicalement différents des leurs. Au vu de notre ancienneté et de notre intelligence, il faut se dire que nos ancêtres, déjà durant la préhistoire, n'étaient pas de simples chasseurs nomades vivant simplement dans des grottes. Comme je l'ai rappelé précédemment, il y avait déjà des formes de civilisation, et je suis prêt à penser que l'agriculture existait déjà chez certains peuples. C'est tout simplement qu'on est incapable d'en avoir la trace pour des raisons logiques aujourd'hui, mais sachant que nous existions déjà depuis 1 million d'années, il s'est passé énormément de choses. L'Homo sapiens du Nord, l'Homo européus, l'ancêtre de Cro-Magnon dont on a retrouvé les traces dans diverses régions, avec un crâne dolichocéphale, des membres longs et une grande taille, incarnait déjà le créateur et le bâtisseur qu'il fut plus tard. Construction en pierre, mégalithes, pyramides, culte solaire, inscriptions runiques, il établissait déjà ses îlots civilisateurs à travers ces diverses migrations préhistoriques. Sauf qu'à cette époque, il était en confrontation directe avec des espèces humaines archaïques, Homo erectus, Homo naledi, Homo denisova, cette myriade d'espèces souvent caractérisées par leur petite taille, leur front fuyant et leurs arcades sourcilières en bourrelet. Il faut dire qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'années, il existait beaucoup plus d'espèces humaines différentes que de races. On s'apercevra plus tard que dans les régions les plus lointaines, dans l'hémisphère sud, en Afrique, en Asie du Sud, en Indonésie, en Australie et dans le Pacifique, de nombreuses races humaines actuelles sont en fait des races hybrides issues d'un ancien croisement préhistorique entre Homo sapiens d'un côté et puis les Homo erectus ou les Homo denisova de l'autre. C'est simple, plus l'Homo sapiens s'est éloigné de son centre d'expansion, plus il y a des races hybrides sur Terre. Ces races hybrides sont un fait avéré en génétique. Les scientifiques qui disent que nous sommes la seule et dernière espèce humaine sur Terre ne disent pas toute la vérité, car certaines races sont littéralement nées de l'interaction entre Homo sapiens et Homo erectus, Homo denisova,
ou des espèces inconnues, mais toutes proto-pygmées globalement, notamment les populations africaines, sud-asiatiques et océaniques, qui ont jusqu'à 20% d'ADN fantôme. C'est énorme, c'est-à-dire des gènes d'espèces disparues, des taux importants qui expliquent aussi leur anatomie et leur caractère très différent des Homo sapiens européens en comparaison. Et dans la nature, l'homme ne fait pas exception, on observe plusieurs exemples d'hybridation interespèces qui sont fertiles, entre le coyote, le loup gris et le chien par exemple, ou entre l'ours polaire et le grizzly, le bison d'Amérique et certains bovins d'Europe, ainsi que chez les poissons entre différentes espèces de carpes ou de saumons. Ainsi, les seuls facteurs clairement observés qui entraînent des changements significatifs au sein des espèces sont de l'ordre de l'hybridation et de la régression. Ce n'est pas la macroévolution ou l'innovation qui a créé la diversité raciale actuelle. Quoi qu'il en soit, rien qu'à voir les crânes de ces proto-pygmées, nous pouvons imaginer dans quelle atmosphère ont vécu nos ancêtres qui durent leur faire face, et pourquoi les mythes ancestraux regorgent de mots pour désigner ces formes humaines monstrueuses. Dans les mythologies du monde entier, on parlait de cette humanité déchue. Dans les vieilles traditions aryennes d'Europe, d'Inde, de Mésoamérique et d'Asie, on décrivait la présence de ces espèces humanoïdes, de forme humaine mais de nature bestiale. En réalité, ces légendes décrivaient les restes de ces espèces primitives ayant peuplé une partie du monde d'autrefois. Ils figurent dans la mythologie nordique et celtique, mais aussi dans la mythologie indo-aryenne à travers le seigneur Hanuman, roi des hommes singes, ou le Popol Vuh mésoaméricain. Ces témoignages ne sont pas à prendre à la légère, car les restes de ces espèces préhistoriques ont survécu jusqu'à très récemment. En Afrique et en Indonésie par exemple, ces témoignages font même encore partie de l'histoire récente, car certains résidus de ces espèces d'hominidés ont survécu jusqu'au siècle dernier dans les régions les plus reculées. En Indonésie, les Ebu Gogo étaient des créatures humanoïdes encore connues des habitants il y a peu. Ils faisaient 1m50, étaient bipèdes et poilus, avec un large visage, un nez plat, vivant dans des zones isolées en forêt. Leur existence est attestée par des témoignages indonésiens d'il y a quelques siècles, jusqu'à ce que les locaux les aient complètement massacrés avec le rétrécissement des espaces naturels. En 2003 et 2004, des squelettes de ces hominidés ont bel et bien été découverts sur l'île de Flore, dans la grotte de Liangba, avec un corps faisant 1 mètre de haut et un cerveau minuscule. Beaucoup d'anthropologues voient dans les Ebu Gogo indonésiens des groupes appartenant à l'espèce Homo florensis, mais qui auraient survécu jusqu'à très récemment. C'est encore un exemple de pont qui a été fait entre les témoignages locaux, parfois considérés comme de simples légendes, et puis des découvertes paléanthropologiques et scientifiques absolument fascinantes. En Afrique, il y a des cas similaires. L'Agogoué est un humanoïde bipède qui mesurait 1m20 et vivait encore dans les forêts de l'Afrique orientale durant le siècle dernier. Alors que leur existence est attestée par un ensemble de mythes et de folklore est-africain, ils ont aussi été aperçus par des Occidentaux lors de la colonisation. Un de ces spécimens a été aperçu en 1900 par le capitaine William Hitchens, qui en parle dans un livre édité en 1937. Et un deuxième témoin, Cuthbert Burgoyne, a lui aussi écrit une lettre en 1938 racontant son observation de 2 Agogoués en 1927 durant un voyage au Mozambique. Et Charles Cordier, un chasseur d'animaux professionnel, a aussi suivi les traces d'un Agogoué au Zaïre en 1950 et au début des années 1960. Il s'agit clairement de résidus de ces espèces humaines préhistoriques que l'Homo sapiens a progressivement exterminées à mesure qu'il s'étendait. D'ailleurs, l'existence de ces individus il y a encore un siècle constitue un argument de taille contre le darwinisme, puisqu'elle prouve de manière claire que ces espèces archaïques, encore observées au siècle dernier, ont toujours conservé leurs caractéristiques archaïques pendant des millions d'années, et qu'elles n'ont jamais évolué en hommes modernes. Ainsi, l'absence de ces espèces aujourd'hui n'est pas liée à une certaine évolution, mais à une disparition progressive liée à la domination d'Homo sapiens sur l'entièreté de la surface de la Terre, bien que leur existence perdure encore dans le sang de nombreuses populations humaines aujourd'hui. Mais si t'es encore là, c'est que t'apprécies la chaîne. Après 7 ans à faire du contenu et pour fêter l'obtention de mes 10 000 abonnés, je vous annonce officiellement l'ouverture de notre espace privé. Ouais, vous avez bien entendu. Avec des articles exclusifs et détaillés chaque mois, des extraits de mon futur livre sur les peuples blancs oubliés, des vidéos, des émissions privées avec des invités, et surtout un vrai groupe de discussion pour échanger et se rencontrer. Devenir membre du cercle d'Ulfric, c'est donc appartenir à un cercle de recherche à la fois communautaire, alternatif et exclusif. Ça fait plus d'1 an que je travaille sur ce projet et cet espace, ça explique aussi une partie de mon absence, ça a été beaucoup de travail et c'est une vraie opportunité pour toi. Si tu me suis, si tu es intéressé par ce que je fais, si tu veux me soutenir, tout est en description.
c'est vraiment l'espace qu'il vous faut. À bientôt, c'était Ulfric.